Bonjour, donc avec cette petite vidéo, nous allons voir la notion d'extraction par solvant utilisée en TP, que vous avez notamment utilisée dans le TP4, et également revenir sur la notion de solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Alors concernant donc l'extraction par solvant, comment se fait-elle? Elle se réalise déjà avec une ampoule à décanter, dont le symbole est indiqué sur cette diapositive. Donc j'ai repris ici, dans ce diaporama, ce qui a été fait en TP, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons mis la bétadine de couleur jaunâtre, qui est en fait un mélange de diode et d'eau, le diode étant le soluté, l'espèce que l'on a dissout dans de l'eau, l'eau étant un solvant que l'on nomme S0. Au-dessus, nous versons un autre solvant, le cyclohexane, que l'on va appeler S. Alors, première chose remarquable, c'est que quand on mélange de l'eau et du cyclohexane, les deux liquides ne se mélangent pas, on dit qu'ils sont non miscibles. Cette opération est donc avant mélange. Après mélange, qu'est-ce qu'on constate? On constate, après avoir agité donc le contenu de l'ampoule à décanter, on constate un changement de couleur pour le cyclohexane et un changement de couleur pour le liquide qui était en phase inférieure. Dans la phase supérieure, on retrouve bien évidemment le cyclohexane, et on va trouver du diode. Et dans la phase inférieure, on trouve de l'eau. Alors, que s'est-il passé? Bien, c'est très simple. Lors de l'agitation, l'eau qui était contenue dans le diode est alors passée dans le cyclohexane. Pourquoi? Parce que le diode, qui est un soluté, est une espèce qui se dissout beaucoup mieux dans le cyclohexane que dans l'eau. C'est-à-dire que la solubilité du diode dans le cyclohexane est plus grande que la solubilité du diode dans l'eau. Ce qui nous permet donc d'arriver à la notion de solubilité. Il est plus facile de mélanger du diode dans le cyclohexane que du diode dans l'eau. Et qu'est-ce que c'est que la solubilité? C'est tout simplement la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un volume d'1 litre de solvant. On arrivera à dissoudre une masse plus grande de diode dans du cyclohexane que dans de l'eau. Dans de l'eau, il restera toujours des petites espèces solides qui n'arrivent pas à se dissoudre complètement dans l'eau. Cette solubilité s'exprime, vu la définition physique, évidemment dans une unité qui est le gramme pour 1 litre, c'est-à-dire le gramme par litre.
Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une technique bien souvent utilisée en chimie, la technique dite de chromatographie sur couche mince, encore appelée CCM. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est donc cette technique? Quel est son but? En fait, la CCM permet deux choses. Premièrement, de séparer des espèces chimiques qui sont contenues dans un mélange initial, mais aussi et surtout, j'ai presque envie de dire, d'identifier ces espèces chimiques par comparaison avec d'autres espèces chimiques que l'on veut qualifier de référence. Alors, le matériel nécessaire pour faire une chromatographie sur couche mince est le suivant. Vous avez besoin d'un support qui peut être de différentes natures. Ça peut être un support papier, qu'on va appeler par exemple papier Whatman, mais ça pourrait être aussi un buvard, une feuille d'essuie-tout ou une plaque de silice. En fait, ça dépend un petit peu, le support dépend de la nature des espèces chimiques que l'on souhaite étudier. Alors par exemple, pour les colorants alimentaires ici, c'est un papier dit Whatman, et puis pour des espèces organiques, en général, on utilise des plaques dites plaques de silice. Donc on a besoin des espèces chimiques bien sûr à séparer, et donc d'un support qu'on va appeler la plaque à chromatographie, et c'est sur ce support que l'on va déposer les espèces chimiques que l'on souhaite, ou le mélange d'espèces chimiques que l'on souhaite étudier. Ce dépôt va se faire à l'aide de capillaires, et parfois quand on n'a pas de capillaires, on utilise des petits cure-dents qui ont été un petit peu, dont la pointe a été écrasée. Une fois que les dépôts auront été réalisés sur la plaque et chromatographie, on verra qu'il est nécessaire de tracer au crayon à papier une ligne de dépôt. On placera cette plaque dans un récipient qui s'appelle une cuve à chromatographie. Donc en général, au laboratoire, c'est un bécher qui est plutôt assez haut, avec un verre de montre dessus, car on devra au préalable mettre un liquide dans cette cuve qui s'appelle un éluant, on verra son utilité plus tard, mais bien souvent, pour les espèces organiques, l'éluant, c'est souvent un mélange d'espèces chimiques ou une espèce chimique qui est un peu nocive et irritante et surtout très volatile. Donc c'est la raison pour laquelle on met un petit verre de montre sur la cuve à chromatographie, pour éviter que les vapeurs s'échappent dans la pièce. Donc ça c'est le matériel de base, j'ai envie de dire, et alors maintenant une fois qu'on a tous les acteurs principaux à portée de la main, eh bien il ne reste plus qu'à opérer par étapes. Première étape, donc on trace en bas de la plaque à chromatographie un trait, on le trace délicatement, sans appuyer avec le crayon, en particulier si on a affaire à une plaque de silice. La plaque de silice c'est en fait un sable qui a été finement broyé, la silice, et qui a été collé sur un support en aluminium. Et si vous tracez un trait en appuyant fortement avec le crayon à papier, vous risquez d'arracher la silice, et donc ça, la chromatographie, on verra par la suite, ne pourra pas s'opérer. Donc on trace délicatement une ligne qui va être appelée une ligne de dépôt, et c'est sur cette ligne qu'on va déposer les espèces chimiques de référence, et donc aussi le mélange d'espèces chimiques qu'on souhaite étudier, ou l'espèce chimique que l'on souhaite étudier. En fait, l'idée c'est de faire autant de repères qu'il y a de dépôts à faire, et vous nommez ces repères. Par exemple, repère 1, repère 2, et puis vous devez vous mettre d'accord que le repère 1, c'est par exemple telle espèce référente, ou alors telle espèce à étudier. On fait des dépôts les plus petits possibles. Là, ils sont déjà ils sont même gros sur la photo. Donc on fait des dépôts assez petits, et très rapidement, en parallèle, en général, le binôme prépare ce qu'on appelle la cuve. Ça consiste à mettre dans la cuve un liquide qui est donc appelé éluant. La nature de l'éluant varie en fonction des espèces chimiques que l'on souhaite étudier. Donc ça peut être de l'eau salée, typiquement pour les colorants alimentaires, mais ça peut être aussi un mélange de solvants organiques en général. Donc ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. En général, on vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut choisir comme éluant. Donc en revanche, la contrainte qui est très importante, c'est de vérifier que la surface libre de l'éluant soit en dessous de la ligne de dépôt. Je m'explique, si vous avez fait une ligne de dépôt par exemple à 1 cm du bord inférieur de la plaque à chromatographie, il faut que la profondeur des luants soit inférieure à 1 cm. En effet, sinon, quand on va placer la plaque dans la cuve, si la ligne de dépôt est en dessous de la surface du liquide, eh bien vos espèces vont se diluer et ne montreront pas par capillarité, comme on commence à le voir ici. Donc ça, cette étape-là, où quand vous mettez la plaque dans le récipient, vous allez voir par effet de capillarité que l'éluant va commencer à monter le long de la plaque à chromatographie, entraînant ainsi avec lui les différentes espèces chimiques. C'est ce qu'on appelle la migration.
Un petit peu comme, vous avez une flaque d'eau entre guillemets sur une table et vous mettez un petit coin de feuille d'essuie-tout et vous voyez que le liquide monte par capillarité le long de l'essuie-tout. Alors, une petite vidéo ensuite vous présente de façon vraiment accélérée les grandes étapes. Donc là, on imagine qu'on a fait les dépôts de colorants alimentaires. Exemple ici 3, mais ça peut être 4 ou moins 2. Et puis donc, on verse l'éluant, on vérifie que la surface de l'éluant est plus basse que la ligne de dépôt. Ici, on a mis un petit cure-dent pour maintenir le papier filtre, parce qu'il est souple et donc il risque de s'affaisser pendant la migration. Donc vous voyez, en fait, ça a été accéléré 8 fois, donc c'est un peu long. Et en général, on attend que le front de l'éluant, c'est-à-dire donc là où se trouve l'éluant, arrive à pratiquement 1 cm de 1 à 2 cm du bord supérieur, qui serait repéré ici par le petit cure-dent qui maintient la feuille. Une fois encore, ici le cure-dent, il est là que parce que le papier qu'on utilise comme plaque à chromatographie risque de s'affaisser dans le pot de yaourt ici, qui sert de cuve à chromatographie. En revanche, si on utilise une plaque de silice qui est rigide, on n'a pas besoin bien sûr de cure-dent. Alors, une fois que les différentes espèces migrent, il va falloir après interpréter cette migration. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, en fait, ça consiste à regarder la figure obtenue qui s'appelle un chromatogramme. Et donc, par exemple, ici, on peut constater que le dépôt 1, par exemple, contient 2 espèces chimiques puisqu'il y a 2 tâches. Et puis l'espèce numéro 2, enfin le dépôt 2, contient qu'une seule espèce chimique. Et on commentera après comment on peut interpréter ceci. Alors le seul problème, c'est qu'en fait, toutes les espèces qu'on va étudier ne sont pas colorées. Bien souvent, elles sont même incolores. Donc l'idée, c'est de déposer les dépôts, c'est évident, c'est de réaliser les dépôts, de ces espèces chimiques qui sont incolores sur la plaque à chromatographie, qui est en général une plaque de silice dans ce cas-là. La procédure reste la même, on place un fond d'éluant dans la cuve, on place la plaque, on laisse la migration se réaliser, et quand l'éluant arrive à 1 cm ou 2 du bord supérieur, on retire la plaque, et comme c'est incolore, on va pas voir les taches à l'œil nu, à la lumière en tout cas visible. Il est nécessaire de révéler, c'est donc qu'on dit, la plaque par une autre lumière. En général, c'est une lumière ultraviolette. Donc ici, par exemple, une plaque éclairée en lumière ultraviolette, on voit une tache grise. Si on retirait la plaque, on ne verrait rien. On verrait la plaque toute blanche, la plaque de silice. Donc voici un autre exemple de plaque. Donc ça s'appelle la révélation par UV, d'accord. Et il nous reste l'étape finale, c'est comment interpréter une telle plaque. En fait, il y a une double lecture, une lecture horizontale et une lecture verticale. Donc verticalement, ça correspond à la migration de l'espèce chimique ou des espèces chimiques qui étaient contenues dans le dépôt que nous allons réaliser sur la ligne de dépôt. Si vous avez plusieurs tâches, c'est qu'il y a plusieurs espèces. S'il y a une tâche, c'est qu'il y a une espèce. Ça, c'est pour la lecture verticale. Donc, par exemple, je peux dire que le dépôt 2 et 3, dépôt 2 et 3 sont constitués qu'une seule espèce car il n'y a qu'une tâche, alors que le dépôt 1 est un mélange de 2 espèces chimiques. Ensuite, il y a une lecture horizontale. 2 espèces chimiques identiques migrent à la même hauteur si elles sont sur le même support de plaque et chromatographie et pour le même éluant. Donc autrement dit, je peux très bien dire que le dépôt 1 contient 2 espèces dont l'une correspond à celle du dépôt 3. Donc en fait, imaginez que les dépôts 2 et 3 sont des espèces de référence, que le dépôt 1 est un mélange d'espèces chimiques, donc je pourrais déjà ici identifier une des 2 espèces chimiques du dépôt 1. Voilà, donc il reste plus. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une chromatographie sur couche mince, aussi appelée CCM. Une CCM peut servir aussi bien à suivre l'évolution d'une réaction qu'à vérifier la pureté d'un composé. Pour réaliser une CCM, il vous faudra une cuve à élution et un couvercle. Dans notre cas, nous utiliserons un berlin de 400 ml et un verre de montre. Une plaque de CCM, un capillaire et un éluant adéquat seront nécessaires. Dans notre cas, l'éluant est un mélange d'éther de pétrole et d'acétate d'éthyle en proportion 9:1. Nous aurons également besoin d'échantillons des produits à analyser, ici le benzaldéhyde et le paranitrobenzaldéhyde. Et finalement, un demi-papier filtre pourra également être utilisé de manière optionnelle. Avant de réaliser la CCM, nous allons nous pencher sur la plaque de CCM. Elle est composée d'une fine couche de silice déposée sur une plaque d'aluminium. La silice est un composé polaire, ce qui nous permettra de différencier des composés selon leur polarité. En effet, lors de l'élution, les composés les plus polaires auront une interaction polaire-polaire avec la silice et migreront lentement, alors que les composés les moins polaires, ou autrement dit les plus apolaires,
auront une interaction polaire-apolaire et migreront plus rapidement. En ce qui concerne la préparation d'une CCM, nous allons d'abord nous intéresser à la CCM comparative. Le principe est de comparer deux substances, ici le benzaldéhyde A et le paranitrobenzaldéhyde B. Nous allons donc définir deux points A et B sur la ligne de base ayant été tracés à 1 cm du bord inférieur. Le benzaldéhyde A est ensuite prélevé et déposé sur la CCM au point A à l'aide d'un capillaire. Le capillaire est ensuite rincé en le trempant dans l'acétone puis en l'évacuant sur du papier torque. Cette opération est répétée à 3 reprises. La même opération peut ensuite être effectuée pour le paranitrobenzaldéhyde B en le déposant sur le point B. Un autre type de CCM est la CCM croisée, où les points A, B et A plus B seront placés sur la ligne de base. Cette CCM permettra de voir s'il y a une interaction entre A et B. Le benzaldéhyde A est alors déposé sur le point A et A plus B. Le capillaire est rincé comme précédemment, puis le paranitrobenzaldéhyde B est déposé sur le point B et A plus B. La préparation de la cuve à élution se fait en introduisant le demi-papier filtre qui servira à saturer l'atmosphère en éluant. On ajoute ensuite 10 ml d'éluant et le berlin est recouvert par le verre de montre pour éviter l'évaporation des solvants. L'élution de la CCM se fait en introduisant la plaque de CCM dans la cuve en veillant à ce que l'éluant soit plus bas que la ligne de base. Pour la visibilité de cette vidéo, le papier filtre a été retiré, mais lorsqu'il est présent, la CCM doit être placée en face de celui-ci sans le toucher. Lors de l'élution, nous pouvons voir l'avancement du front de solvant. Lorsque l'éluant est monté de 3 à 4 cm, ou se trouve à 1 cm du bord supérieur, la CCM est sortie du berlin et la ligne de front de solvant est immédiatement tracée au crayon. Les CCM peuvent ensuite être révélés sous UV et les taches visibles tracées au crayon. Nous pouvons ici voir une seule tache au-dessus de A et une seule tache au-dessus de B. Ces deux mêmes taches peuvent se retrouver sur la ligne A plus B. Un autre moyen de révéler une plaque de CCM est de la tremper dans une solution de KMNO4 qui permettra l'oxydation des produits présents sur la plaque et de les rendre visibles. Quelques secondes après la sortie de la solution, nous verrons déjà apparaître des taches jaunes. Ces taches jaunes sont beaucoup plus visibles une fois la plaque sèche. L'analyse de la CCM peut alors être réalisée. Nous commencerons par mesurer DS, la hauteur du front de solvant par rapport à la ligne de base. Ici, DS vaut 3 cm. Ensuite, nous pouvons mesurer DA et DB correspondant à la distance entre le centre du spot considéré et la ligne de base. Pour calculer le rapport frontal RF, nous utilisons alors la formule dx divisé par ds. RFA vaut alors 0,37, tandis que RFB vaut 0,13. Nous pouvons alors en conclure que B est plus polaire que A. Il est à préciser que un produit aura toujours le même RF pour un même éluant. La chromatographie d'adsorption est une technique de séparation de composés basée sur la différence d'affinité existant entre ces composés, la phase mobile qui entraîne les composés et la phase stationnaire. La technique présentée ici est la chromatographie sur couche mince, CCM. Elle utilise une phase stationnaire déposée sur une plaque d'aluminium. La phase mobile est entraînée par capillarité vers le haut de la plaque. Cette technique est très largement utilisée, notamment lors de la réalisation de colonnes en tant que technique d'analyse. Au cours de cette séquence, nous verrons le principe de cette technique sur deux exemples, la séparation de colorants visibles à l'œil nu et la séparation de composés non colorés qu'il faudra révéler par un autre moyen.
Nous avons ici besoin de ces différents éléments. Revenons sur quelques-uns de ces éléments. Le papier absorbant, comme on le verra lors de la manipulation, permet de saturer la cuve en vapeur d'éluant, ce qui évitera à l'éluant présent sur la plaque de s'évaporer et donc de perturber l'analyse chromatographique. La plaque chromatographique est en général constituée de deux parties. Une couche d'environ 0,25 mm de gel de silice fixée à une plaque rigide en aluminium, c'est le cas ici, en plastique ou parfois en verre. La fixation est assurée par un liant qui peut être du sulfate de calcium hydraté, de l'amidon ou un polymère organique. On place environ 10 ml d'éluant dans la cuve à chromatographie afin d'avoir un demi-centimètre d'éluant au fond de celle-ci. On y place le papier absorbant et on referme la cuve afin de laisser le temps à l'équilibre liquide-vapeur d'être atteint. On trace un trait au crayon de papier à environ 1,5 cm du bas de la plaque, sans appuyer et sans y laisser ses empreintes. Ce trait est appelé ligne de dépôt. L'éluant utilisé doit être adapté au composé à séparer. Dans le cas des colorants du sirop de menthe, on utilisera un mélange constitué de 70% en volume d'eau salée à 40 g par litre et de 30% en volume d'éthanol. L'étape importante de cette manipulation est le dépôt des espèces chimiques sur la plaque. On dépose à l'aide d'un capillaire les espèces à séparer diluées dans un solvant, si possible identique à l'éluant ou suffisamment volatile, au niveau de la ligne de dépôt en réalisant des dépôts séparés de 1 à 2 cm entre eux et du bord de la plaque. Il est important de ne pas appuyer le capillaire sur la plaque afin de ne pas la creuser. Il est possible de répéter le dépôt plusieurs fois afin d'augmenter la quantité d'espèces chimiques déposées sans élargir les tâches. Il faut dans ce cas attendre que le solvant s'évapore.
Une fois le dépôt réalisé, il suffit de placer la plaque dans la cuve et d'observer la montée du front de solvant. Lorsque le front de solvant arrive à 2 cm du haut de la plaque, on la retire et on repère immédiatement par un trait ce front, afin d'indiquer l'endroit où l'éluant est parvenu. Ce trait s'appelle front de solvant. On observe dans le cas des colorants la présence de 2 taches. L'une située à la même hauteur que la tache issue du dépôt de tartrazine seule, l'autre correspondant au bleu patent TV. On a ainsi mis en évidence la présence de ces 2 composés dans le sirop de menthe. On réalise la même expérience avec le benzaldéhyde non coloré. On utilise une plaque de silice spéciale imbibée d'un agent qui devient fluorescent sous une radiation de longueur d'onde de 254 nanomètres. Les espèces chimiques qui ici comportent un cycle benzénique absorbent les rayonnements UV et leur présence empêche toute fluorescence et permet ainsi l'observation de taches sombres sur la plaque à l'endroit où ces espèces chimiques ont migré. On observe ici 2 taches indiquant que le benzaldéhyde n'est pas pur. On entoure les différentes taches au crayon de papier, ce qui nous permet de visualiser celles-ci à la lumière du jour. Nous avons vu que la technique de CCM est une technique fiable et rapide. Ceci explique son emploi très fréquent dans les laboratoires. Notons cependant qu'il est parfois indispensable d'utiliser d'autres méthodes de révélation que celles présentées ici, comme la révélation au diode ou à l'acide phosphomolydique dans le cas de composés oxydables.